Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouveau vidéo, dis-je, de Kickstarter sans Ornat, dans lequel je te présente le jeu de Hunt, qui est un jeu de Matthias Kramer Engine Counter de 25th Century. C'est un jeu de duel à deux joueurs dans lequel un joueur va contrôler un sous-marin allemand ainsi qu'un navire de ravitaillement qui tente de couler des navires de marchandises britanniques, alors que les Britanniques, les Alliés, vont tenter de protéger ces navires de marchandises-là et d'avoir plusieurs de ces navires de marchandises-là qui arrivent à bon port sans avoir subi de dégâts. Il y a donc une course au nombre de navires de marchandises qui se rendent à bon port. Parallèlement à ça, il y a des navires qui vont chercher le sous-marin. S'ils le trouvent, il y a un combat qui se déclenche et à la fin de ce combat-là, il va y avoir également un vainqueur de la partie. C'est un jeu qui va durer peut-être un 45 minutes, 45-60 minutes. Je ne sais pas exactement ce qui est écrit sur la boîte, mais dans mon expérience, c'est un bon 3/4 d'heure à peu près une partie. C'est un jeu avec du déplacement secret. C'est une suite spirituelle de Watergate. On va reconnaître certaines des mécaniques du jeu Watergate qui était sorti il y a quelques années. Donc, comme d'habitude, je te montre comment on installe le jeu, comment on y joue. Je te reviens à la fin te dire ce que j'en ai pensé. D'abord, pour la mise en place, une fois qu'on a installé le plateau, au centre, les joueurs vont choisir leur rôle. De ce côté-ci du plateau, avec les unités allemandes dans le bas, on va avoir le joueur allemand, le joueur allié va se mettre de l'autre côté. Le joueur allemand va commencer par placer un de ses navires, son navire plutôt qui s'appelle le Altmark, qui est un navire de ravitaillement, sur la case de son choix. Ensuite, pour son deuxième navire, le joueur allemand va avoir à choisir une case pour son sous-marin, le Admiral Graf Spee. Il va avoir choisi une case, mais il n'indiquera pas physiquement sur le plateau, il ne placera pas son jeton, il va plutôt se prendre une petite feuille de papier. Il va écrire en début de partie, je commence par exemple sur la case 20, ce qui veut dire qu'en début de partie, mon sous-marin serait ici, bien caché, sous l'eau. Le joueur allié, lui aussi, va avoir des navires à les placer. Il va avoir le navire de force G qui va commencer sur le plateau sur la case 6. Les deux autres navires vont commencer sur l'espèce de piste qui est en haut ici. On a le K juste ici et le H juste ici. On va donc placer le force K juste là, et le force H sur l'autre case. Je précise, pour les navires, ils ont deux côtés. On va jouer soit les trois navires avec le côté H, qui est les règles de base, ou les règles l'alternative qu'on peut prendre, où on place les trois bateaux sur le côté K. L'important, c'est de les placer les trois sur le même côté. Pour le joueur allemand, dans le bas du plateau, on a également des petites choses à placer. On va avoir un jeton pour notre avion qui va commencer sur cette piste-là à gauche et un jeton pour des points d'action de réserve qui va commencer sur cette piste-là à droite. On a également un petit paravent derrière lequel, si on le souhaite, on peut aller mettre notre placement secret pour notre sous-marin. Les autres jetons, on a des jetons d'indice comme ceux-ci, on en a 3, on les laisse sur le côté. On a des jetons de dégâts, on en a 6, on les laisse sur le côté. Chaque joueur a un deck de cartes qui lui est spécifique, duquel il va piéger 5 cartes. Il va garder ces cartes-là, évidemment, face cachée dans sa propre zone de jeu. Et chaque joueur va avoir une aide de jeu comme ça. Le dé ici qu'on va utiliser des deux côtés. On va garder ça également près de la zone de jeu. La dernière chose qui va rester à faire, c'est placer nos navires de ravitaillement, de marchandises de départ. Fait que le joueur britannique va piger 2 jetons là-dedans. Il va s'assurer qu'il commence de 2 endroits différents. Dans ce cas-ci, on voit que ces 2 navires-là commencent en Afrique du Sud. Fait que je vais en prendre juste un des deux. L'Afrique du Sud est indiqué juste ici. La flèche indique que c'est de cette case-là qu'on commence. Comme j'en avais pigé 2 identiques, je vais en piger un autre pour remplacer. Puis je vais piger jusqu'à temps que j'ai 2 navires qui commencent à 2 endroits différents. Fait que là, cette fois-ci, on a un navire qui commence en Argentine, à R, qui est juste ici. Je vais donc le placer sur la case qui pointe juste à côté. Quand on a fait ça, notre mise en place est terminée. On est prêt à commencer à jouer. Maintenant qu'on est installé, quel est l'objectif du jeu? C'est évidemment de vaincre l'adversaire. C'est un jeu de duel à 2 joueurs. Il y a 2 façons de gagner et les deux ont 2 thèmes différents. Première façon de gagner par rapport au navire de transport.
Si un navire de transport se rend jusqu'à sa destination, par exemple, celui-là, on voit qu'il veut se rendre en Grande-Bretagne, donc s'il fait son petit bonhomme de chemin et il rentre sur la côte de Grande-Bretagne, le joueur allié va prendre possession de ce navire-là, ça va compter pour un point de victoire. S'il y en a 5 comme ça, il remporte la partie. Fait que s'il y a 5 navires qui se rendent à bon port, le joueur britannique a gagné la partie. Le joueur allemand, lui, il va essayer de détruire ce navire-là. À chaque fois qu'il réussit à en détruire un, il va le prendre, il va le mettre dans sa zone de jeu de son côté. Il va se faire une petite réserve. Même principe, s'il réussit à détruire 5 navires, il va également gagner la partie. Donc, première victoire possible via les navires de marchandises. Le Britannique veut que 5 navires se rendent. L'Allemand veut réussir à en détruire 5. Le premier qui réussit ça l'emporte. Parallèlement à ça, le joueur britannique, avec ses forces navales, va tenter de trouver le sous-marin. S'il le trouve, s'il réussit à faire un jet de cherche sur lequel nous reviendrons plus tard et il trouve le sous-marin, il y a un combat qui va commencer. Le combat va durer exactement 5 rounds et à chaque round, l'un des 2 bateaux va faire 1 point de dégâts au bateau adverse. Après 5 rounds de jeu, celui qui va avoir réussi à infliger le plus de dégâts va remporter la partie. Dans ce cas-ci, par exemple, le joueur allié aurait subi 2 dégâts, le joueur allemand aurait subi 3 dégâts après 5 rounds d'attaque. Ce serait donc le joueur allié qui remporterait la partie. Je précise tout de suite que si le combat éclate, les faveurs vont grandement du côté du joueur allié. Donc le joueur allemand, il a avantage à essayer de gagner via la destruction des 5 navires marchands, alors que le joueur allié, lui, s'il réussit à le trouver, ça va être beaucoup plus facile de gagner de cette façon-là. Maintenant, quelle est la structure du tour de jeu? On va toujours commencer à jouer avec le joueur allemand. Le joueur allemand, il va faire 2 choses dans son tour de jeu. 1, il va jouer une carte pour laquelle il va dépenser soit des points d'action, soit il va faire l'événement de la carte. On va y revenir. Il va avoir des choix d'action qui sont juste ici. Et à la fin de son tour, il va repiger pour remplir sa main de cartes suivant certaines règles. Ensuite, le joueur allié va faire exactement la même chose, mais lui, il y a une étape supplémentaire dans laquelle, en début de tour, il va déplacer ses vaisseaux de marchandises, ses navires de marchandises. Ensuite, il va jouer une carte, soit pour l'événement, soit pour des points d'action. Puis ensuite, il va repiger, lui aussi, pour remplir sa main. Et on va jouer comme ça en faisant des allers-retours, jusqu'à temps que l'une des conditions de victoire soit atteinte. Avant de rentrer plus en détail dans chacune de ces règles-là, on va tout de suite voir les cartes fonctionnent comment. C'est un système qui est cher à certains types de jeux. On va avoir, dans le fond, toutes les cartes des joueurs du deck vont avoir un mot-clé d'événement et vont avoir un nombre de points d'action qui est sur le côté gauche de la carte. Certains événements vont être pendant la phase de chasse. Ça, c'est avant que le combat commence, donc c'est la phase normale du jeu. Certains événements vont être obligatoires sous certaines circonstances et certains événements ne peuvent se jouer que si le combat duquel j'ai parlé dans les conditions de victoire se déclenche. Je rappelle que s'il y a un combat qui se déclenche, il y en a juste un possible dans la partie et il va automatiquement mettre fin à la partie. Celui qui va avoir le plus de dégâts va perdre la partie à la suite de ce combat-là. Donc, la grande majorité du temps, on est dans la phase de hunt. Fait que quand on va jouer, on va être dans notre étape où on joue une carte. On va toujours jouer la carte et on va choisir. Soit on fait l'événement qui est sur la carte et on ignore complètement le chiffre. Soit on fait juste se soucier du chiffre qui nous donne des points d'action qu'on va pouvoir dépenser en diverses actions et on ignore complètement l'événement. Certains événements vont avoir un mot-clé qui indique qu'on les enlève de la carte si on active l'événement. Si on le fait juste pour les points de victoire, on ne perdra pas la carte, mais si on le fait pour l'événement, on va perdre la carte, elle va sortir du jeu, on ne la reverra jamais. Certaines cartes, comme cette carte-ci, je vais pouvoir la jouer pour l'événement juste si on est rendu dans la phase de bataille. Si on n'est pas dans la phase de bataille, mais je peux la jouer uniquement pour les points de victoire. Et d'autres cartes, cette carte-là, je vais toujours avoir le choix pendant la phase de hunt, donc la première phase du jeu. Je vais avoir le choix de le jouer pour ça ou pour les points de victoire. Et d'autres, ici, si je joue cette carte-là, je n'ai pas le choix de le jouer pour l'événement, parce que c'est un événement obligatoire. Sauf si on est rendu dans la phase bataille, ben là, je vais pouvoir le jouer pour les points de victoire, à la place de le jouer pour l'événement. Le joueur allié fonctionne exactement de la même façon, soit dit en passant. Il y a certaines cartes qui ont cette icône-là, ça veut dire qu'elles sont spécifiques à mon deck de cartes. Les cartes qui ne l'ont pas, ça veut dire que l'autre, mon adversaire, a la même carte dans son deck, juste avec un visuel un petit peu différent. Cela étant dit, donc,
le joueur allemand, qu'est-ce qu'il peut faire pendant son tour de jeu? Je l'ai dit, première chose qu'il va faire, c'est qu'il va jouer une carte pour décider s'il le fait pour l'événement ou les points de victoire. Tant que le combat n'est pas déclenché, on est dans la phase de chasse qui s'appelle Hunt. Donc, si je joue toutes les cartes qui ont le mot-clé Hunt, comme ces deux-là, par exemple ici, ces deux-là également, je peux les jouer soit pour l'événement, soit pour les points de victoire. Si je joue une carte qui est Mandatory Event, un événement obligatoire, ben, je vais être obligé de le jouer pour l'événement si je décide de jouer cette carte-là. Je ne peux pas le jouer pour les points de victoire parce que je suis encore dans la phase de Hunt. Disons que je joue cette carte-là. Fait que je l'ai dit, je le réexplique, j'ai deux choix. Soit je le joue pour l'événement, soit je le joue pour les points de victoire. Dans ce cas-ci, c'est un événement de réaction, fait que je ne pourrais pas le jouer pour un événement dans cet exemple-là parce que je dois réagir à une situation pour jouer ça comme événement. Mais c'est celui-là, par exemple, je pourrais le jouer si mon Graph Spy est sur la même case qu'un British Force. Fait que si mon navire caché, j'y est présentement sur une case identifiée avec le British Force, je pourrais jouer pour l'événement, sinon pour les points de victoire, ainsi de suite. Disons dans mon exemple, je vais jouer celle-ci, mais je vais aller jouer pour les points d'action. Ça va me permettre d'expliquer quelles sont les diverses actions. Je rappelle, je le dis, je souligne, juste pour être clair, je ne passerai pas toute une par une, mais on peut toujours, à la place de jouer l'action, si on répond aux conditions de la carte, le jouer pour l'événement. Et certains événements, si on les joue, la carte est détruite pour le reste de la partie, ce qui va réduire mon deck. Donc, si on joue une carte pour les points d'action, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos points d'action? Première chose qu'on peut faire avec nos points d'action, c'est se déplacer. On va sacrifier un certain nombre de points d'action, 1, 2 ou 4, et on va se déplacer respectivement de 1, 2 ou 3 cases. Quand on fait le paiement, on choisit le navire, fait que soit je vais déplacer mon navire de ravitaillement, soit je vais déplacer mon navire sous-marin, donc le navire qui est présentement sur une case secrète. Moi, je le sais qu'il est ici, mais ça, mon adversaire ne le sait pas. On ne peut pas séparer son placement entre les deux, fait que si je paye pour 3 déplacements, je ne peux pas déplacer lui de 2 puis lui de 1. Il faut que je le place au même bateau. Par contre, si j'ai suffisamment de points d'action, je pourrais sacrifier un point d'action pour déplacer lui de 1, puis 2 points d'action pour déplacer celui qui est caché de 2. Et donc, voilà, 4 points d'action pour déplacer de 3. Je précise aussi que si on déplace le sous-marin, on annonce le nombre de points d'action qu'on fait, mais on n'est pas obligé de le faire au complet. Par exemple, je pourrais décider, je défausse cette carte-là, j'annonce à mon adversaire, je vais le dépenser pour 3 points d'action. Et sur ma case, je vais dire, tiens, je m'en vais sur la case, fait que j'ai mon prochain déplacement, je m'en vais sur la case 26. Évidemment, ce que je ne dis pas à mon adversaire. Fait qu'on aura vu que je me suis déplacé seulement de 2 cases, 20, 23, 26, même si j'en ai annoncé 3. C'est évidemment un jeu de déplacement secret, donc ça peut causer de la confusion. À mon adversaire, j'aurais même pu payer pour 3 déplacements, ne pas me déplacer du tout. Fait que là, mon adversaire n'a absolument aucune idée où je me trouve. Le déplacement fonctionne de la même façon, soit dit en passant, pour l'autre navire. Je peux le déplacer, il respecte les mêmes règles. Fait qu'un point de déplacement pour une case, 2 points de déplacement pour 2 cases, 4 points de déplacement pour 3 cases. Il n'y a absolument rien qui m'empêche de finir sur la même case qu'un des navires de transport. Il n'y a absolument rien qui m'empêche de finir sur la même case d'un des navires des forces navales de mon adversaire. Même chose pour mon sous-marin. Mon sous-marin il aurait pu se déplacer jusque-là, il aurait pu se déplacer jusque-là, sans aucun problème. Je précise aussi que le même navire ne peut pas se déplacer 2 fois dans le même tour de jeu, à l'exception de mon sous-marin. Fait que lui, il ne peut pas se déplacer 2 fois dans le même tour de jeu, il se déplace juste une fois. Mon sous-marin, lui, pourrait se déplacer, attaquer et se redéplacer si j'ai suffisamment, évidemment, de points d'action pour payer tout ça dans mon tour de jeu. Les 2 déplacements de mon sous-marin, par contre, seront à payer en 2 coups différents. Je ne peux pas payer un 4 de déplacement puis le séparer en 2 déplacements et un déplacement. Je vais avoir à payer le 2 et le 2 ensuite, ou le 2 et le 1, ou le 2 et le 4, selon le nombre de points de déplacement que je fais. Donc, mon sous-marin, il a la possibilité de se déplacer, attaquer et se redéplacer. Deuxième action possible, justement, on peut faire ce qui s'appelle l'action de recherche. L'action de recherche, c'est qu'il va tenter d'identifier un navire de ravitaillement et de l'attaquer. Fait que ils l'ont appelé search pour des raisons mécaniques, mais c'est avec cette action-là qu'on attaque. Pour pouvoir attaquer, je vais avoir à révéler mon sous-marin. Évidemment, il doit être sur la case d'un navire que je peux attaquer. Fait que disons, si au début de mon tour de jeu, je suis justement sur la case 26, je défausse une carte en disant je vais prendre les points d'action. Je prends mon premier point d'action comme je l'ai indiqué dans le petit segment précédent pour me déplacer d'une case. Fait que je vais de 26 jusqu'à 34. Fait que je m'en vais de 26 jusqu'à 34. Et là, je dis à mon adversaire, je prends 2 points d'action parce qu'on voit que ça me coûte 2 points d'action. Et je fais une
attaque. Fait que je vais révéler mon sous-marin, je vais dire je sors ici, et maintenant je fais une attaque sur ce bateau-là. Fait que comment fonctionnent les attaques? Quand on fait une attaque, c'est fort simple, on va prendre le D6 et on va le rouler. Si on obtient 5 et plus, on a réussi à couler le bateau. Simple comme ça. Je peux, si je le veux, me demander un support aérien, fait que je peux dépenser en quelque sorte cet avion-là, le déplacer sur la case endommagée et me donner un +2 à mon jet. Je dois prendre cette décision-là avant de lancer le dé. Donc je pourrais dire je l'attaque ici, je dépense celui-là, je roule ceci, 5 + 2, ça fait évidemment 7, ce qui est un minimum de 5 et 6. Je l'aurais eu même sans mon bateau, sans mon avion, dis-je, mais ça je ne le savais pas d'avance. Si le jet est réussi, ben, je réussis à détruire le navire, je le prends comme récompense. Si j'en ai 5, je gagne la partie. Si j'avais raté, fait que si j'avais eu 2 + 2, 4, par exemple, ben, le navire reste là, tout simplement. Je précise, très important, même si je me suis déplacé, je rappelle que le sous-marin peut se déplacer une deuxième fois s'il a attaqué. Donc, après avoir attaqué, je pourrais faire déplacement, attaque, puis déplacement. Dans ce cas-ci, comme j'ai dépensé 4 points d'action, il m'en reste un. Avec ce point d'action-là, je pourrais dire, ben tiens, je me redéplace, ce qui veut dire que je vais pouvoir enlever mon sous-marin et mon troisième déplacement de la partie. Tiens, je vais aller sur la case 31, je ne le dis pas à mon adversaire, je ne fais qu'enlever mon jeton du plateau de jeu pour montrer que je me suis déplacé. Je le ressouligne pour le déplacement. À chaque fois qu'on se déplace avec le sous-marin, on fait juste annoncer le nombre de points d'action qu'on dépense. J'aurais pu dire je dépense un point d'action et rester sur la case 34 ou aller sur la case 26 ou aller sur la case 30. Ça, mon adversaire ne le sait pas. L'autre chose que je peux faire avec mes points d'action au besoin, c'est évidemment de réparer mon avion que je vais avoir utilisé. On voit juste ici, ça coûte 1 point d'action. Quand je veux le réparer, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder j'ai combien de cartes qui ont été enlevées depuis le début de la partie. Disons, pour mon exemple, j'ai précédemment joué ces 3 cartes-là. J'ai donc 3 pour l'événement. Fait que j'ai présentement 3 cartes qui ont été enlevées de la partie. Je vais les placer ici, loin de ma défausse pour ne pas les mélanger. Et quand on va réparer l'avion, on va rouler le dé. Et si le chiffre est strictement supérieur au nombre de cartes qui ont été enlevées depuis le début de la partie, l'avion est réparé. Fait que si par exemple j'avais roulé 5, j'ai réparé mon avion, je vais pouvoir m'en resservir lors d'une attaque future. Par contre, comme dans l'exemple que je viens de faire, si le nombre n'est pas strictement supérieur, donc égal ou inférieur au nombre de cartes qui ont été enlevées, bien, à la place de réparer mon avion, il se brise. Je le perds pour le reste de la partie. Ce qui veut dire que ce +2-là, je l'oublie. Le reste de la partie, je vais toujours devoir rouler 5 ou 6 pour être capable de couler des navires adverses. Autre action possible pour le joueur allemand, c'est tout simplement de stocker des actions. J'ai dépensé 4 actions, j'ai dépensé cette carte-là, disons, pour les 5 points d'action, j'ai fait un déplacement, une attaque, un autre déplacement, il me reste un point d'action, je ne suis pas sûr exactement qu'est-ce que je vais faire avec. Je peux emmagasiner ce point d'action, je peux en emmagasiner jusqu'à 2 points d'action que je pourrais dépenser à n'importe quel moment lors de mes futurs tours de jeu. Précisez que je peux le dépenser seulement pendant mon tour de jeu, je ne peux pas interrompre avec ça. Et comme je l'ai déjà dit, on peut en accumuler jusqu'à 2. Et ça fait pas mal le tour pour le joueur allemand. Quand le joueur allemand finit de jouer, donc si on résume, je joue une carte de sa main, soit j'active l'événement, soit je déplace les points d'action. Avec des points d'action, je déplace l'un de mes 2 navires, un secrètement, un de façon visible. J'essaie de réparer mon avion ou j'accumule des points d'action. Une fois qu'on a joué nos cartes, à la fin de notre tour de jeu, on va pouvoir repiger pour remplir notre main de carte. À la base, notre main de carte, même si on a commencé à 5 en début de partie, à la base, notre main de carte est de 3. Ce qui veut dire qu'on ne remplira pas avant au moins le 3e tour de jeu quand on va jouer une carte puis qu'on va finir notre tour avec 2 cartes en main. On va pouvoir repiger pour remonter jusqu'à 3. Par contre, si on est à une case ou moins de notre vaisseau de ravitaillement, on se rappelle, présentement, moi je suis sur la case 31, je ne suis donc pas à une case de mon vaisseau de ravitaillement, je n'aurais pas cette option. Mais si j'avais dépensé un point d'action pour amener mon vaisseau de ravitaillement ici, je peux annoncer à mon adversaire, je vais piger jusqu'à 5 cartes. Je vais donc remplir ma main jusqu'à 5 cartes, me donnant beaucoup plus d'options pour le tour suivant. Par contre, si je décide de piger jusqu'à 5 cartes, j'annonce à mon adversaire que je suis à une case ou moins de mon navire de ravitaillement. Je précise que je ne suis pas obligé de faire ça, fait que même dans cette configuration-là, je pourrais annoncer à mon adversaire que je fais juste repiger jusqu'à 3 cartes. Fait que mon adversaire, là, ça ne confirme pas l'information que je suis à une case ou moins de mon navire de ravitaillement.
Le joueur britannique a un tour qui fonctionne sensiblement de la même façon. Il y a des petites différences malgré tout. Première différence, avant de commencer avec la phase où il joue une carte, il va commencer avec une phase où il déplace ses navires de marchandises. Donc, chaque navire de marchandises a un point de départ et une destination. Ce navire-là veut se rendre en Grande-Bretagne. Il va donc commencer son tour en le déplaçant vers la Grande-Bretagne. Même chose, lui va aller à la même place, fait qu'il va donc aller vers la Grande-Bretagne. On doit toujours se rapprocher, on dit qu'on soit se déplacer vers la destination, mais généralement, ça donne une possibilité entre deux chemins pour se rendre. Si au moment de ce déplacement-là, le navire se rend à sa destination, bien à ce moment-là, il est enlevé du plateau et il va marquer dans les points de victoire pour le joueur britannique. S'il y en a 5, il remporte la partie. Après cette phase de déplacement, s'il y a moins de 2 navires de transport sur le plateau de jeu, bien, il va en piger un nouveau. Il va regarder ce navire-là part de quel point. C'est la même chose, il part de l'Argentine, il veut se rendre en Grande-Bretagne. Je précise donc aussi que s'il y a un navire qui a été détruit par le sous-marin dans le tour précédent, bien, ça se peut qu'il n'y en ait plus. Peut-être qu'il y en a un qui s'est rendu puis que l'autre aurait été détruit. Fait que s'il n'y en a plus, on va en piger jusqu'à temps qu'il y en ait 2. Fait qu'à la fin de sa phase de transport, s'il n'y a pas 2 navires sur le plateau de jeu, il pige jusqu'à temps qu'il y en ait 2. Ensuite, comme le joueur allemand, le joueur américain, pas le joueur américain, mais le joueur britannique, dis-je, va jouer une carte de sa main, soit pour activer l'événement. Certaines cartes, lui aussi, là, j'en ai pas dans ma main, mais certaines cartes vont avoir le mot-clé que la carte est détruite. Donc, soit activer l'événement, soit prendre des points d'action. Certains événements, cette carte-ci sont obligatoires tant qu'on est dans la phase de chasse. Fait que je peux pas le prendre pour les points d'action avant d'être dans la phase de bataille. Certains vont avoir des conditions à respecter si on veut activer l'événement, etc. Certains événements ne peuvent se jouer que pendant la phase de bataille. Pendant la phase de chasse, je vais être obligé de le prendre pour les points d'action. Puis sinon, le principe est le même. Fait que si je prends par exemple cette carte-là pour les points d'action, c'est juste 2, c'est peut-être pas. Je prends cette carte-là, dis-je, pour les points d'action. Mais on va donc la défausser, faire 5 points d'action et utiliser ces 5 points d'action-là pour résoudre une série d'actions que je vais maintenant expliquer. Première possibilité, c'est le mouvement. Le joueur britannique fonctionne exactement de la même façon, c'est juste que ces bateaux sont tous une information publique. Fait que mouvement, c'est un point d'action pour une case, 2 points d'action pour 2 cases ou 4 points d'action pour 3 cases. Il peut tout à fait finir sur le navire de ravitaillement adverse. Il peut finir, si par exemple il se déplaçait de 2, il peut finir sur un navire de transport pour l'accompagner dans sa démarche pour le protéger. S'il y a plusieurs navire, il peut prendre plusieurs points d'action pour déplacer chacun des navires. Chaque navire peut se déplacer juste une fois par tour. Ça, je l'ai déjà dit, mais il peut séparer ses points d'action entre différents navires pour les déplacer de différentes cases. Éventuellement, il peut avoir jusqu'à 3 navires sur le plateau. Fait que donc, les vaisseaux peuvent s'empiler sur les mêmes cases, peuvent traverser les mêmes cases. On peut évidemment pas aller sur la Terre, doit toujours rester sur les hexagones. Mais sinon, les règles répondent exactement aux mêmes règles que le joueur allemand. Deuxième action que le joueur peut faire, cette action-là lui est propre, il peut tenter de faire une recherche. Fait que si le joueur britannique fait une recherche, il va désigner une case, il va dire par exemple c'est ce navire-là qui fait la recherche. Donc, il va tenter de vérifier si le sous-marin se trouve présentement sur la case 14. Il va donc faire une recherche quand il a l'impression qu'il a trouvé où se trouve le sous-marin. Quand il veut faire une recherche, lui aussi il y a un jet de dés à faire. Première règle, s'il tente de faire une recherche, il lance le D6. S'il roule 5 ou 6, la petite explosion, c'est toujours un 6. La recherche est réussie. Si la recherche est réussie, on met fin à la phase de chasse et on va commencer la bataille. La bataille va déterminer le vainqueur. Ça veut dire que si le joueur britannique réussit une recherche, il va en réussir juste une dans la partie. Et s'il a réussi, ça va déclencher la bataille qui va mettre fin à la partie. Donc, ça ne sera pas une victoire via les navires de marchandises, ça va être une victoire via le nombre de points de dégâts que les navires vont prendre. Je vais revenir sur le fonctionnement de la bataille un petit peu plus tard. Je souligne également, c'est très important de remarquer que l'action de recherche coûte un point d'action, mais pour un deuxième point d'action, on peut combiner notre action de recherche à une action d'intelligence. Donc, par exemple, si j'avais dépensé cette carte-là pour les 5 points d'action, je vais faire une recherche ici, et sachez que la bataille va avoir un avantage selon le nombre de navires qui sont dessus, fait que peut-être qu'avant de faire ma recherche, je vais prendre un point d'action pour amener ce navire-là ici, ce qui m'aiderait si je réussis la recherche, en supposant évidemment que le sous-marin s'y trouve. Je prends ensuite mon deuxième et mon troisième point d'action. Deuxième point d'action pour faire une recherche et troisième point d'action pour l'améliorer. Quand on veut améliorer une recherche, c'est qu'on va aller prendre une carte de sa main. On voit que dans le bas de la carte,
la grande majorité des cartes alliées, si c'est pas toutes les cartes britanniques, va avoir des icônes qui vont aider. Fait qu'on dit je vais dépenser un point d'action, c'est fait, en plus de mon point d'action de recherche, donc 2 au total, et je vais défausser une carte. Les cartes qu'on va défausser vont avoir 2 icônes qui vont me donner des bonus respectifs à la recherche. Les cartes jouées en recherche vont déterminer le bonus. Donc, si on joue une ou plusieurs jumelles, dans ce cas-ci, on voit que j'ai défaussé cette carte-là pour 2 jumelles, en payant le point d'action, évidemment. Mais ça va donner un bonus sur le jet de dés. Fait que chaque jumelle va donner un bonus de 1. Donc, je réussirai ma recherche présentement sur un résultat, justement, de 3 ou plus. L'autre icône qu'on peut utiliser, c'est l'icône jaune, comme ça ici, d'indice. Si on prend un point d'action pour défausser cette carte-là, ben, il va me donner soit plus 1 sur mon jet de dés, soit un indice. L'indice va forcer mon adversaire, donc le joueur allemand dans ce cas-ci, de placer un marqueur indice sur l'endroit où se trouve le sous-marin ou sur une case adjacente. Fait que peut-être qu'il pourrait dire, tiens, je suis là, je le place là. Ce qui indique que ma recherche va automatiquement rater parce qu'il est soit là, soit sur une case autour. Mais s'il le place là, ben là, je suis peut-être content. Ça veut quand même peut-être dire qu'il est là. S'il l'a placé, fait qu'il le place toujours sur la case où il se trouve ou une case adjacente. Dans le cas où le jet est réussi, comme je l'ai déjà dit, ça révèle le navire et ça déclenche le combat. Si le jet est raté, bien évidemment, ça ne révèle pas le navire, même s'il était là. Par contre, si le jet est réussi et le navire n'était pas là, bien, je fais juste annoncer, ce n'est pas à cet endroit-là que je me trouve. Le joueur allemand va annoncer que ce n'est pas à cet endroit-là qu'il se trouve. Et le joueur britannique va pouvoir continuer son tour de jeu. Il ne peut faire qu'une seule recherche par tour. Chaque navire dit je peux faire une seule recherche par tour. Fait que si là, c'est le navire G qui a fait sa recherche, le navire H pour en faire une, mais il sait que c'est pas sur cette case-là. Je précise finalement pour l'action de recherche et d'intelligence, fait que l'action qui améliore les recherches, qu'on peut jouer autant de cartes d'intelligence qu'on le veut au moment où on fait la recherche. La recherche elle-même fait une action, coûte une action, et chaque carte intelligence, comme indiqué dans le bas, va me coûter une action pour déclencher son effet. Fait que si je commençais mon tour de jeu, par exemple, dans cette situation-là, j'ai ces 5 cartes-là en main, je pourrais dire je joue cette carte-là pour avoir 5 points d'action. Je prends un point d'action pour faire une recherche, et mes 4 autres points d'action, ben, je défausse toutes ces cartes-là. Donc, ça va me faire 1, 2, puis là, après, j'ai un bonus soit de 3, soit d'une combinaison de 3 entre pion, indice et plus sur mon jet. Puis là, je pourrais toutes les défausser pour mes 5 points d'action et faire mon action de recherche. Ça forcerait potentiellement mon adversaire à mettre des jetons un peu partout, ce qui va m'aider à le trianguler. Et ça va me donner un bonus sur mon jet d'attaque. Et ça, c'est pour l'action de recherche et d'attaque. La dernière chose que le joueur britannique peut faire avec ses points d'action, c'est de faire progresser sa piste pour construire de nouveaux navires. Comme on l'a déjà dit en début de partie, il va commencer avec un seul navire dans cette mer. Et ensuite, pour 2 points d'action, il va pouvoir déplacer un de ses jetons d'une case. C'est une action tout à fait répétable, qui pourrait dépenser 4 points de jetons pour aller placer ses navires. Les navires, quand ils sortent de cette ligne-là, commencent en Grande-Bretagne, donc ils vont commencer sur la case juste ici. Et ensuite, ben, pour 2 points d'action, ils pourraient préparer l'autre navire jusqu'à temps que lui aussi finisse par sortir. Le joueur britannique, lui, quand il a fini son tour de jeu, contrairement au joueur allemand, il n'a pas besoin de rien annoncer. Il va toujours piger, revenir à 5 cartes. Donc, il n'y a absolument aucun désavantage. Lui, il a joué plein de cartes en amélioration de recherche quand il décide de faire une fouille pour savoir si le navire s'y trouve. Dernière petite précision avant d'expliquer le fonctionnement de la bataille. Dès que le sous-marin annonce un déplacement, qu'il se soit déplacé réellement ou non, étant donné que c'est un déplacement secret, mais dès que le sous-marin annonce un déplacement quelconque, on va retirer tous les marqueurs d'indices et on aura les replacer plus tard si le joueur britannique rejoue d'autres cartes indices. Il ne me reste qu'expliquer la bataille, ce qui sera fort simple. Je rappelle que pour que la bataille se déclenche, et j'en parle au singulier parce qu'il ne peut y en avoir qu'une, ça prend un navire qui a réussi une action de recherche. Fait que le joueur, à ce tour-là, va donc avoir joué une carte pour ses points d'action. Avec ses points d'action, il va en avoir dépensé au moins un pour faire une recherche. Il va en avoir dépensé potentiellement d'autres pour améliorer sa recherche, disons comme ça ici. Il va avoir lancé son dé. Il va avoir obtenu minimalement 5 ou plus avec tous les modificateurs. Et quand il va avoir dit « j'ai réussi ma recherche », le joueur allemand va dire « en effet, je suis sur la case 18 ». C'est ça qui est écrit sur son papier. Et donc, il va sortir son sous-marin et la bataille va commencer. Quand la bataille commence, ça indique qu'on se dirige vers la fin de la partie. Il reste 5 rounds de jeu
à jouer. Fait qu'il va y avoir une petite mise en place à faire, et ensuite on fait la bataille. Au niveau de la mise en place de la bataille, elle est très simple, peu importe le nombre de cartes qu'ils ont en main présentement, les deux joueurs vont repiger jusqu'à avoir 5 cartes. Donc le joueur britannique remplit sa main à 5 cartes. Le joueur allemand, qui soit proche de son navire de ravitaillement ou non, va également remplir sa main à 5 cartes. Et pour résoudre la bataille, dans le fond, les deux joueurs vont regarder dans leur main de cartes, ils vont choisir simultanément une carte. Disons que je suis le joueur allemand, je choisis cette carte-là, et on va la jouer pour sa valeur au combat. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on ne peut plus jouer les cartes événements pour leur événement. Ça, c'était juste pendant la phase de chasse qu'on pouvait le jouer. Je suis obligé de le jouer pour sa valeur. Sauf si j'ai des cartes spécifiquement d'événements de bataille, on en montrera une du côté britannique pour faire un exemple. Fait que disons que le joueur allemand décide de jouer cette carte-là, il va jouer la face cachée. Le joueur britannique va faire la même chose. Lui, justement, dans sa main, il y en a un événement de bataille, fait qu'il va jouer cet événement-là. Quand les deux cartes, dis-je, sont jouées, on va les révéler et on va comparer leur valeur de combat. L'événement est ignoré. Sauf dans le cas des cartes de bataille événement spécifique, on va appliquer l'événement plus la valeur qui est juste ici. Donc, on regarde 4 contre 3, c'est l'Allemand qui l'emporte la première round. Par contre, avant de vérifier ça, il faut regarder. J'ai dit que l'avantage allait souvent aux joueurs britanniques dans les combats. On va aller regarder quel bateau participe présentement au combat. C'est ce bateau-là qui participe au combat, ce qui veut dire qu'il y a un +1 à toutes les cartes qui sont jouées. Donc, dans ce cas-ci, ça deviendrait donc 4 contre 4, ce qui veut dire qu'au premier round, il n'y aurait pas de dégâts d'infliger. C'est juste celui qui a le plus haut chiffre qui inflige des dégâts. Si en plus il y avait eu ce bateau-là, c'est tout à fait possible d'avoir deux navires qui participent au combat. Bien, on voit que le joueur britannique va avoir +1,5 à chacune de ses cartes. Ce qui veut dire que là, ça serait devenu 4,5 contre 4, ce qui donnerait l'avantage au joueur britannique, fait qu'on infligerait 1 point de dégâts au sous-marin. Et on continue, fait que peut-être que le joueur allemand, inquiet de ça, va essayer de jouer son 5 au deuxième round pour s'en tirer. Lui, sachant qu'il se garde un 5 vers la fin, il va en profiter pour dépenser peut-être sa plus petite carte, ou il en profite, il a besoin d'infliger 3 points de dégâts ultimement pour gagner la partie. Il joue son 5. Cette carte-là qu'il a jouée précédemment, sa bataille d'événement, indique qu'il y a +1 aux deux prochaines des cartes événements qu'il joue. On révèle les deux cartes, fait que ça y fait 5, 6, 7,5, 6,5. Contre 5, c'est encore le joueur britannique qui inflige 1 point de dégâts. On joue un troisième round. L'Allemand, il va le tout pour le tout, c'est-à-dire que pas grand-chose en jouant ça. Fait que ça lui permet de se réparer 2 points de dégâts. Si c'est la 5e carte qu'il joue, c'est pas le cas, on est juste à la 3e carte. Fait qu'il va prendre une chance puis le garder. Il va jouer son 2 en sachant que c'est déjà pas mal perdu. Le joueur britannique, tiens, il va jouer son 1 pour être un peu fendant. On compare, fait que 1, 2 à cause de la carte événement qui a été jouée précédemment. 3,5 contre 2. Troisième point de dégâts. On fait ça 5 rounds de temps. Là, évidemment, on se doute que c'est pas mal fini pour le joueur britannique. Mais il faut quand même le faire 5 tours de temps. Fait que le joueur allemand joue un 1 sur sa prochaine carte. Lui, il joue un 3 qui tombe un 4,5 à cause des bateaux. Fait qu'il fait un 4e point de dégâts. Et sur la 5e carte, ben, tiens, il va jouer son 3 justement. 3 contre le 2, mais qui devient 3,5 à cause du bateau, ça y fait quand même un dégât. Vu que cette carte-là a été jouée en 5e, ben ça y enlève tout de même 2 points de dégâts. À la fin des 5 rounds, c'est lui qui a le plus de dégâts entre les deux navires. Dans mon exemple, le joueur britannique n'en a même pas pris un. C'est donc la fin du combat. Le joueur britannique remporte le combat, donc la partie. Si le joueur allemand avait réussi à infliger plus de dégâts après 5 tours de jeu, ou s'il avait infligé, disons, le même nombre de dégâts, mais grâce à sa carte spéciale, il s'en enlève 2 le 5e tour de jeu, ben là, c'est le joueur allemand qui aurait remporté la partie, vu qu'il aurait remporté le combat. Je termine finalement en disant que le jeu s'appuie sur un événement historique et réel qui s'est passé, donc pour respecter ça. Si la bataille se déclenche, et qu'au 5e round de la bataille, le joueur allemand joue cette carte-là, Montevideo, celle que j'ai montrée justement dans l'exemple. Et qu'au même round, en 5e round, le joueur britannique secrètement joue la carte Scotland in Montevideo. Ces deux cartes-là sont jouées en même temps au 5e round de la bataille. Ça donne automatiquement la victoire au joueur britannique, tel qu'indiqué, soit dit en passant, sur les deux cartes. Alors voilà, c'était les règles du jeu de Hunt.
Donc, comme d'habitude, au niveau des composantes, pas grand-chose à dire. Tu as des petits marqueurs assez classiques dans ce type de jeu-là, un peu de type Wargame avec un peu d'informations. Ça fait le travail, le plateau clair. Il y a assez d'espace dans chaque hexagone. Il faut s'y habituer, par contre, ça a l'air niaiseux. Mais le joueur allemand, il essaie de cacher il est où. Fait qu'il y a assez d'espace pour que chaque hexagone puisse avoir un navire et qu'on voit le numéro, mais il faut prendre l'habitude de ne pas le placer en cachant le numéro parce que ça a l'air suspect. Si tu dis, hey, tu tasserais-tu ton navire de là juste de seconde, je vais voir le chiffre qui est là, pour se donner une idée. Mais sinon, ça fonctionne bien par avant. Ils n'ont pas fourni de pad pour faire les déplacements secrets. Tu as besoin d'une simple forme d'une feuille de papier qu'on a tous à la maison. J'assume que ça réduit le coût un petit peu de production du jeu. Il y a un petit sac pour piger les bateaux assez grands pour qu'on puisse y entrer la main sans aucun problème, ce qui est parfois un problème dans mon cas. Et tu as les decks de cartes, qui est ma composante préférée du jeu. Des grandes cartes, pas tout à fait des cartes tarot, mais ce sont des grandes cartes avec un visuel que personnellement j'aime bien, un petit peu cartoon, un petit peu type bande dessinée. Tu as une image différente sur chaque carte. Comme l'auteur l'avait fait aussi à l'intérieur, à Watergate, à la fin du livre de règles, une espèce d'explication sur chacune des cartes du jeu. Pourquoi elle existe, c'est qui ce lieutenant-là, cette colonne-là, ce bateau-là, cet événement-là fait référence à quoi. Fait que tu as un aspect historique qui est intéressant, qui prend pratiquement la moitié du livre de règles, que j'aime beaucoup. Fait que c'est littéralement de la page 15 à 20. Fait que le dernier quart du livre de règles, c'est juste des explications sur les cartes événements. Pas des précisions de règles, des explications historiques, ce que j'aime beaucoup. Tu as un aide de jeu qui est super pratique. Sur le plateau même, sont imprimés les coûts en points d'action des différentes affaires que tu veux faire. Fait que c'est facile de s'en rappeler. Vraiment des composantes accessibles, pratiques, efficaces pour une petite boîte. Fait que rien à dire pour des composantes, très efficaces. Et pour le gameplay, ça va être très simple. Est-ce que le système, je joue une carte, je choisis l'événement qui est sur la carte ou je choisis les points d'action, puis j'essaie d'optimiser mes points d'action si c'est ça que je choisis, t'intéresse? Comme on le voit dans de nombreux jeux de GMT ou comme il l'a dans son prédécesseur spirituel Watergate. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas l'aimer. Encore une fois, celui-là, il prend ce système-là, il l'utilise très bien. Les événements sont tous très différents les uns des autres. Il va y avoir beaucoup de stratégies, de décisions déchirantes à prendre. Cet événement-là est très puissant, mais si je le joue, je perds la carte, elle sort de mon deck, je la verrai plus jamais. Ces points d'action-là, il n'y en a pas beaucoup, mais l'événement est très intéressant qui vient avec, etc. Le jeu de chasse à l'intérieur aussi est très bien fait parce que ultimement, c'est vraiment le cœur de règles que Watergate avait. C'est le même auteur, fait qu'il a vraiment repris le même système de règles. Mais au lieu de faire un jeu de souk à la corde, comme il y avait dans Watergate où on se battait pour le contrôle de 5 pions, il va plutôt faire un jeu de déplacement caché. Donc, le côté allemand est très intéressant à jouer, on a beaucoup de latitude, on a toujours un stress à essayer de couler un bateau parce qu'au moment où on coule un bateau, on doit révéler l'information, à savoir où on se trouve au moment où on tente d'attaquer. Fait qu'ensuite, il faut calculer, bien manœuvrer pour être capable de replonger, se cacher. Le britannique est aussi très intéressant à jouer. Puis justement, c'est un jeu de déplacement caché que c'est rare que tu passes 2 tours, 3 tours de jeu en n'ayant absolument aucune idée où se trouve le sous-marin allemand, étant donné qu'il doit révéler sa position de temps en temps. Puis tu as aussi beaucoup de façons de mitiger tout ça. Tu as des cartes que tu vas pouvoir jouer de cherche qui vont te permettre d'aller chercher des pions indices. Fait que des fois, tu vas faire des recherches en sachant que tu ne trouveras pas parce qu'il n'est pas là, mais tu vas jouer plusieurs cartes en même temps pour aller chercher des indices où tu vas le forcer à placer des petits jetons jaunes qui permettent de savoir à peu près il est où. Fait qu'il y a beaucoup de belles décisions stratégiques à l'intérieur du jeu. Moi, c'est vraiment un jeu qui me plu énormément. Mais évidemment, il faut que tu aimes le cœur de ce système-là. Puis je rajouterais que l'Allemagne a quand même des décisions très intéressantes à jouer en fin de tour de jeu, à savoir s'il replie jusqu'à 3 ou à 5 cartes en se positionnant proche de son vaisseau de ravitaillement à lui, de son navire de ravitaillement. Fait que c'est vraiment un jeu qui va multiplier les décisions intéressantes, qui va multiplier les décisions déchirantes à propos des cartes que tu vas jouer. C'est un jeu où les deux joueurs doivent faire des bons coups, ils vont se sentir intelligents, brillants, d'avoir réussi à bien se positionner, à bien manœuvrer, à avoir réussi à se cacher ou à trouver l'autre. C'est un jeu où tu vas calculer le nombre de cartes que tu vas détruire parce que ça affecte directement la possibilité de réparation pour l'avion du côté du joueur allemand. Fait qu'il ne voudra pas en détruire trop des cartes parce qu'il a besoin de son avion, surtout en début de partie. Fait qu'il y a vraiment plein de belles décisions. Moi, c'est vraiment une très belle découverte là, dans mes derniers mois. C'est un jeu qui est sorti en 2023, si je ne me trompe pas. Si je l'avais découvert en 2023, il aurait probablement été dans mes jeux de l'année, cela dit. Fait que j'espère que. Fait que pour moi, c'est un gros coup de cœur, je l'aime beaucoup. Si tu aimes les jeux à déplacement caché, les jeux avec le système de cartes qui vient avec, c'est quelque chose qui devrait te plaire.
Évidemment, si t'es pas un fan de déplacement caché, c'est quand même le cœur de ce jeu-là, donc ça te plaira pas si t'aimes pas ça ou si t'aimes pas les jeux de duel. Il n'y a pas de mode pour jouer à 3 ou à 4 ou pour jouer en solo, c'est un jeu strictement duel. Cela étant dit, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à venir te visiter sur Facebook, Instagram et pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour qu'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi. Bye.